Alors en manchette aujourd'hui, Berthierville déplacera une station de pompage problématique et Yves Perron réclame un délai pour les prestataires de la PCU. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du jeudi 10 septembre. Alors tel qu'indiqué en manchette, le Bloc québécois et son représentant dans notre comté, Yves Perron, réclament un délai pour les prestataires de la PCU. Nous avons rejoint hier en fin d'après-midi le député de Berthier-Masquinongé par vidéoconférence pour discuter avec lui des plus récentes réclamations du Bloc québécois au gouvernement de Justin Trudeau à Ottawa. Le Bloc québécois, le député bloquiste de notre circonscription, Yves Perron, demande aux libéraux de Justin Trudeau de rembourser l'argent reçu par le biais du programme de subvention salariale, un programme qui a été mis en place pour aider les entreprises à garder leurs employés au travail, même si leurs revenus ont fondu à cause de la crise de la COVID-19. On rejoint pour en discuter le député de la circonscription de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Bonjour, M. Perron. Bonjour à vous, ça va bien? Bien sûr, merci. Merci de prendre le temps de nous parler un peu aujourd'hui. Alors, M. Perron, là, vous aviez déjà dénoncé cette utilisation de fonds fédéraux par les autres partis. Le Bloc québécois est le seul qui n'a jamais fait de demande par le biais du programme de subvention salariale depuis le début de la crise de la COVID-19. Là, il y a certains partis qui ont cessé de faire des réclamations à ce programme-là. Mais là, vous demandez aussi que les libéraux s'engagent à rembourser. Là. Absolument, qu'ils s'engagent et qu'ils le fassent, parce que dans le fond, ce programme de subvention-là a été conçu pour venir en aide aux entreprises qui avaient des difficultés. Encore aujourd'hui, là, je traite une entreprise du comté qui a de la misère à être admissible au programme de subvention salariale parce que ses revenus ont été irréguliers à cause des inondations de 2019 et les bases de référence. Des fois, les critères sont très restrictifs. Il faut qu'on travaille d'arrache-pied pour rendre des entreprises admissibles. Pendant ce temps-là, les partis pan-canadiens vont faire du financement politique à même les dons publics, alors qu'eux-mêmes refusent d'amender, de modifier la loi sur le financement des partis politiques pour qu'on adopte quelque chose qui est semblable à ce qui se fait au Québec, où il y aurait un financement public des partis politiques pour enlever un peu de partisanerie. Quand vous dites dans votre introduction, malgré le fait que leurs revenus ont fondu, en fait, les revenus des partis politiques, pour monsieur, madame, tout le monde, peut-être qu'ils ne le savent pas, là, on fonctionne avec des dons de particuliers. Et dans l'introduction, j'ai dit que ça a été mis en place pour les entreprises que les revenus ont fondu. Là. À l'origine, ça a été mis en place pour les partis. Ça a été mis en place pour les entreprises que les revenus ont fondu pour leur permettre de garder leurs employés au travail. Et voilà. Alors, quand le Parti libéral, le Parti conservateur, le Parti néo-démocrate et le Parti vert, les quatre, quand ils me disent oh, on a moins d'argent, il faut garder nos travailleurs au travail un instant, les dons que les gens n'ont pas fait pendant l'hiver, on est en train de la faire, notre campagne de financement, nous, là, puis ça va relativement bien. C'est sûr que pendant l'hiver, on n'avait pas appelé les gens. De toute façon, il y a une question de morale et d'éthique là-dedans. Je pense que c'est fondamental de rembourser toutes les sommes, puis même, j'ajouterais, avec intérêt. Là. Quand on prend des sommes publiques, c'est plus de 800 000 $ que les grands partis ont ramassé. Là. On a obtenu un engagement formel des conservateurs pendant leur course à la chefferie. Les deux principaux candidats s'étaient engagés à le faire. Donc, j'espère que le nouveau chef, M. O'Toole, va s'exécuter. Maintenant, les libéraux, suite à nos très nombreuses pressions, on finit par se rendre compte que ça paraissait mal, ils arrêtent, mais on ne les laissera pas se sauver comme ça. Cet argent-là ne vous appartient pas, revient aux contribuables et ou aux entreprises qui ont des difficultés. Vous devez rembourser intégralement, c'est tout. Est-ce que le NPD et les Verts vont aussi rembourser? Nous n'avons pas eu d'engagement en ce sens. Je sais que les NPD et les Verts sont des partis plus petits qui ont probablement des difficultés financières, mais vous savez, quand on s'arrange pour présenter les chiffres, tout le monde peut s'arranger pour faire pitié à un moment donné. Je pense que c'est inacceptable. D'autant plus, il faut penser aussi que le financement des partis politiques, c'est régi par des lois très sévères. Hein?
on est contrôlé. Et j'estime, moi, puis on a porté plainte, j'espère qu'il va y avoir une enquête là-dessus parce que j'estime que c'est un financement politique illégal. Parce que les libéraux, les conservateurs, ils vont faire une campagne électorale avec ça dans quelques mois. Là. Après la campagne électorale, on fait un rapport à Élections Canada. Élections Canada rembourse la moitié des dépenses. Imaginez-vous là, que si on a eu 800 000 de façon entre guillemets, illicite, que je considère. Et si on dépense cet argent-là pour faire la prochaine campagne électorale, déjà, c'est, à mon sens, tricher la démocratie. En plus, on serait remboursé un autre 400 000, donc c'est une fois et demie les subventions. C'est complètement inadmissible. C'est révoltant, en fait. Je ne comprends pas comment ça se fait que ça ne lève pas plus que ça dans la population, là, le dégoût face à ces manœuvres-là. Là. Autre mesure qui a été mise en place là, pour aider les Canadiens à composer avec la crise de la COVID, la fameuse prestation canadienne d'urgence, la PCU. Vous craignez que certains Canadiens qui ont eu recours soient dans l'embarras au moment de faire leur déclaration de revenus parce que c'est considéré comme un revenu imposable. Vous allez même jusqu'à réclamer 8 mois d'amnistie. Oui. En fait, il faut être très prudent dans la relance. Hein. Il faut faire ça de façon intelligente. On se l'est dit plusieurs fois entre nous. Des fois, le message ne passe pas tout le temps là-bas, mais ce qui est important de concevoir, c'est que la PCU s'était versée en urgence. Il y a plusieurs personnes, je crois, qui n'avaient pas conscience que c'est un montant imposable. On va arriver au mois d'avril, au moment des rapports d'impôt, et les gens n'auront pas les liquidités pour payer l'impôt. Nous, ce qu'on dit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de devoir de l'argent à l'impôt dans votre vie, mais d'habitude, ils ne sont pas très compréhensifs. Hein? Puis ils partent l'intérêt à partir du moment où eux, ils considèrent que vous leur devez de l'argent, même si vous n'étiez pas au courant. C'est quand même raide comme système. Alors, ce qu'on dit, là, il faut faire attention. Il ne faut pas aller égorger les gens qui étaient en difficulté, qui avaient besoin de ce soutien-là. Il ne faut pas aller les égorger au mois d'avril parce qu'on va stopper la relance. Alors, bien sûr, on ne demande pas de faire des cadeaux supplémentaires. Je pense que l'aide était généreuse. Les impôts doivent être payés. Par contre, on dit soyons raisonnables et donnons-leur un délai avant de commencer les paiements pour les gens qui ne seront pas en mesure de le faire. Ce qui exclut, par contre, c'est important de le spécifier, toute personne qui aurait obtenu ces montants-là de façon frauduleuse, parce qu'on sait qu'il y en a eu. Et il y en a probablement eu plus qu'on pense. Je crois que nous allons avoir des mauvaises surprises au printemps. Mais ça, bien sûr, il n'y aura pas de pitié à ce niveau-là. Tu sais, des gens qui étaient vraiment dans la misère, qui ont suivi les règles, qui ont obtenu les montants d'argent, qui ne seront pas en mesure de payer tout de suite leurs impôts, je pense qu'on pourrait leur donner un peu d'oxygène. On peut penser, par exemple, à des travailleurs du secteur de la culture où ce n'est pas reparti pleinement et que peut-être ils ont eu recours à la PCU, mais ils risquent quand même d'avoir pas de sous rendus au Les printemps. gens, vous savez, les théâtres, tout ça, ça reprend, mais ça reprend avec des salles pratiquement semi-désertes, on va dire. S'il y a un grand succès, les gens achètent les billets, c'est complet selon ce qu'on peut accueillir comme personne, mais évidemment, les revenus ne sont pas au rendez-vous. Alors, les entreprises culturelles sont encore déficitaires. Je pense qu'il va falloir peut-être aussi avoir d'autres mesures à ce niveau-là. Mais c'est un des exemples. Il y a probablement d'autres gens qui vont, même parfois, s'ils étaient conscients qu'ils devaient payer de l'impôt, ont eu besoin d'utiliser cet argent-là. Je pense qu'il faut y aller de façon progressive. La dernière fois qu'on s'était parlé, il y avait été question de la possibilité que le gouvernement Trudeau tombe lors du discours du trône. Oui. Vous aviez notamment réclamé le départ de l'ancien ministre des Finances, M. Morneau, de la chef de cabinet du premier ministre, ainsi que du premier ministre pour leur rôle notamment dans le scandale Uni. Là, M. Trudeau est toujours en poste. Est-ce que vous pensez toujours voter contre le discours du trône qui s'en vient bientôt? C'est fort prévisible, en fait. Nous, vous savez, bien sûr, on a obtenu la démission du ministre Morneau. Je pense que ce sera positif parce que moi, je présume qu'il bloquait plusieurs dossiers, entre autres des indemnisations du monde agricole et des choses comme ça. Je pense que ça peut donner une bouffée d'oxygène. Et au-delà de ça, il n'avait plus l'autorité morale d'occuper ce poste-là. Bien sûr, on demandait plus. On va voir, on va être bon joueur. Là, on a eu une prorogation de la Chambre. Donc, on a dit, on va faire preuve de bonne volonté. On va écouter le discours. Par contre, on ne fera pas de cadeau non plus. Et on a émis une série de conditions, entre autres l'augmentation des pensions de vieillesse, 110 $ par mois de façon permanente, ce qu'on demandait avant la crise de la COVID.
ce qu'on a demandé pendant la COVID. Je ne sais pas si les libéraux s'attendent à ce qu'on demeure quoi là-dessus, parce qu'ils ont donné un chèque de 300 $, mais c'est évidemment nettement insuffisant. On l'a pris, 300 $, c'était mieux que rien, mais il faut aller plus loin, il faut soutenir ces gens-là. On a demandé des compensations de tous les secteurs de gestion d'offres, entre autres. Donc, c'est des conditions qui ne sont pas négociables. Donc, je ne serais pas surpris qu'on vote contre le discours du trône. Maintenant, est-ce qu'on va aller en élection pour autant? C'est difficile à prévoir. Vous savez que les conservateurs ont un chef très récent. Les gens du NPD, vous venez de m'en parler, au niveau financier, ainsi de suite, pas clair non plus. Donc, on verra. On verra. Mais nous, on essaie de faire abstraction de ces facteurs-là, puis de faire le travail qu'on a dit, qu'on a promis qu'on ferait à la population, c'est-à-dire défendre les intérêts du Québec, aller chercher les compensations, aller chercher les montants d'argent pour soutenir nos gens. Et là, vous pouvez comme assez dire on vote contre sans trop de risques, puisque M. Trudeau lui-même a dit aujourd'hui qu'il ne voulait pas d'élection à l'automne. Les conservateurs, par exemple, plusieurs analystes ont fait remarquer que M. O'Toole, en changeant son lieutenant au Québec, il envoie le signal qu'il n'est pas tellement pressé d'aller en élection. Il serait assez surprenant que le gouvernement tombe là. Oui, mais vous savez, Justin Trudeau dit beaucoup de choses. Je sais pas, en tout cas, moi, je ne me fie pas trop à ce qu'il mentionne présentement. Pour ce qui est de M. O'Toole, effectivement, un choix un peu spécial de nouveau lieutenant au Québec. On verra ce que ça va donner. Mais puis, il y a des promesses aussi un peu vides qu'on fait présentement, qu'on s'attellera à défaire. Mais nous, on est prêts. Vous parlez de risque. Vous savez, on fait de la politique. J'ai toujours personnellement considéré que la politique ne devrait pas être une carrière, mais un service public. Donc, nous, on fait ce qu'on a à faire, puis advienne que pourra. Je pense que les Québécoises, les Québécois, jusqu'à maintenant, sont assez satisfaits du travail qu'on a fait. Donc, on peut présumer de rien, évidemment, parce que la politique, ça change. Un petit coup de vent, c'est rapide, ça prend 5 minutes, puis ça a changé, le portrait a changé. Mais on suit notre conscience, puis on agit dans l'intérêt des Québécois. Ensuite, on verra. On verra justement qu'est-ce que le gouvernement va faire avec vos deux demandes dont on vient de discuter. Et le discours du trône, bien, ça s'en vient en grand pas, c'est, je crois, le 23 septembre. Et voilà. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique pour l'ensemble du Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique rapporte 5 773 décès reliés à la COVID-19 depuis le début de la crise. La santé publique signale 188 nouveaux cas aujourd'hui et en ce moment au Québec, il y aurait 119 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. De ce nombre, 12 se retrouvent aux soins intensifs. Et la région de la Naudière compte maintenant 4 920 tests positifs à la COVID-19 depuis le début de la crise. C'est 6 de plus qu'hier. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Madame Christine. Présente. Madame Lynn. Présente. Madame Julie. Présente. Madame Isabelle. Présente. Monsieur Évariste. Présent. Madame Karine. Présente. Monsieur Redouane. Présent. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez Présent. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Pour choper des anniversaires pour ce jeudi 10 septembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite un joyeux anniversaire à Nicole Dubé. Alors, bonne fête, Madame Dubé. Politique municipale maintenant, les élus de Berthier étaient réunis le mardi soir à la salle du Conseil pour l'Assemblée mensuelle pour une première fois depuis le début de la crise de la COVID. Et durant la séance, il y a une résolution qui a été adoptée afin d'autoriser des travaux d'une valeur de 274 000 $ plus taxes, et ce, afin de transférer une section de la conduite de refoulement des eaux près du poste de pompage Gervais. Ce poste de pompage-là, il se situe à proximité de l'autoroute 40 et de la sortie 144 lorsqu'on va en direction ouest. Et pour mener à bien les travaux, il faudra creuser sous la bretelle de l'autoroute. À la fin des travaux, le poste de pompage sera relocalisé de l'autre côté de la bretelle de l'autoroute 40. L'endroit où le poste de pompage est actuellement situé causait, semble-t-il, problème à la fondation de la bretelle. Il y a d'ailleurs des travaux d'urgence qui ont été nécessaires à cause de ça. Et les travaux là, pour déplacer cette station de pompage, ils ont été autorisés par les élus municipaux suite à des discussions avec le ministère des Transports du Québec pour finalement tenter de régler cette situation. Cela dit, on a commencé à vous en parler hier. Le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec se réunira à Saint-Cuthbert dimanche. Le projet de GNL Québec y sera notamment décortiqué et nous en avons discuté de cette rencontre et de son programme avec la coordonnatrice régionale pour l'Anaudière et la Mauricie du regroupement Vigilance Hydrocarbures du Québec, Mme Odette Sarrazin. Voici la deuxième partie de l'entrevue qu'elle nous a accordée. Et outre le projet GNL Québec, j'imagine que dans le cadre de votre rencontre, il va aussi être question des claims miniers qui ont changé de main dans la vallée du Saint-Laurent pour qu'est-ce qui est de l'exploration du gaz de schiste. Il y a des promoteurs qui veulent reprendre l'exploration, même s'il n'y a pas beaucoup d'acceptabilité sociale dans ce dossier. Il faut quand même demeurer vigilant, là. Oui, tout à fait, oui. On dirait que vous devinez mes pensées. On a eu une rencontre, une réunion hier à ce sujet-là. L'article d'Alexandre Shields dans Le Devoir à ce sujet aussi. Bien, c'est ça, cette semaine, c'est ça, M. Shields, depuis lundi, il y a des articles à tous les jours concernant ça, et nous, on est directement concernés, comme vous le savez, M. Robert. On a approché la MRC, on fait des démarches pour en connaître davantage, mais c'est assez secret, ce dossier-là. Il va en être sûrement un peu question, mais là, ça ne sera pas le propos, parce que dans une journée, là, on fait une journée pleine, on fait une journée à Saint-Cuthbert, mais même à ça, nos journées sont très remplies. Mais il va sûrement en être question, lorsqu'on fait la tournée de tous nos comités, on a toujours un moment prévu pour ça, où nos comités expriment ce qui se vit dans leur municipalité, dans leur région. Fait qu'il va sûrement en être question, oui, mais il y a des choses qui s'en viennent par rapport à ça aussi. Fait que donc, M. Robert, je vous tiendrai au courant. Et si les gens veulent avoir accès à ces conférences, avoir plus d'informations, on peut redonner votre site web? Oui, bien, c'est le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, fait que c'est rvhq.ca. Et je voudrais peut-être juste rajouter par rapport à ce projet-là, dont je n'ai pas expliqué tout à fait ce que c'était le projet GNL Québec. Puis c'est la raison pour laquelle Mme Cordeau, je trouvais important qu'elle soit là, parce que c'est un parallèle avec NRJS, le projet du Saguenay et gazoduc. C'est un gazoduc. Nous, c'était un oléoduc parce que c'était du pétrole. Les autres, c'est du gaz, sur 750 km de long. C'est du gaz naturel liquéfié. C'est ça, gaz naturel liquéfié. Oui, gaz naturel liquéfié. Et vous faites bien de le spécifier, M. Robert, parce que ça fait partie des mots qu'il faut employer pour convaincre la population d'accepter ce projet-là. Parce qu'il y a eu une étude, comme NRJS avait fait affaire avec la compagnie Edelman pour pouvoir nous vendre le projet NRJS, bien, ils ont fait affaire aussi, GNL Québec, à une firme qui sont allés consulter des gens pour voir comment les mots pourraient bien passer dans la population. Et gaz naturel, c'est le mot par excellence, et que c'est un projet aussi qui va être mené avec de l'électricité. L'électricité, c'est tout à fait une énergie renouvelable, c'est tout à fait acceptable. Fait que donc, pour faire le parallèle avec NRJS, on a à peu près la même démarche. Et puis
Puis on parle encore des changements climatiques. C'est encore un projet avec Énergie-Est qui n'était pas acceptable compte tenu des changements climatiques. Et toute la dimension de dire qu'on évalue tout le projet au complet, de la fracture. Justement, dans le cadre là, des audiences du BAP en ce moment, est-ce qu'ils vont évaluer la partie augmentation du trafic maritime sur le fjord du Saguenay, puis le passage justement de gros bateaux qui pourraient entre autres là, perturber les belugas et ainsi de suite? Bien, les chercheurs, c'est ça, amènent vraiment ces études-là. Ça va être pris en compte? Bien, oui, bien, ça, c'est un BAP, c'est que les gens vont exprimer, les chercheurs, les citoyens expriment les préoccupations qu'ils ont par rapport à ce projet-là. Je sais, par rapport au beluga, il y a une étude qui vient de sortir la semaine passée. Fait que c'est sûr que ça s'est présenté. Ensuite, les commissaires, après qu'il y aura eu les audiences, qui sont en 2 parties, après la présentation des mémoires, eux prennent toute la documentation qu'ils vont avoir reçue, et là, ils en font l'analyse, et là, ils font une recommandation au ministre. Et de là, est-ce que le ministre en tient compte? Ça, c'est la décision du ministre. Mais eux prennent... C'est pour ça que c'est important qu'on aille donner nos opinions. Puis si on se compare encore à Énergie-Est, c'est qu'il y a eu 400 mémoires de présentées pour Énergie-Est. Fait qu'on espérait qu'il y ait au moins 400 mémoires de présentées pour le projet, pour le BAP d'Énergie Saguenay. Et puis, il y a eu des questions aussi. Là, on est en période de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer. Ça, il y a une section facile à répondre sur le site du BAP où on peut écrire nos questions. Et c'est répondu. Tout est diffusé aussi. C'est ce qui est intéressant parce que vous avez accès à toute la diffusion de la démarche, de tout ce qui se passe au BAP. Donc... un dossier à suivre et la possibilité de retrouver ces conférences sur votre site à compter de la semaine prochaine. À compter de la semaine prochaine, c'est ça, ça sera en tout cas des quelques jours le temps que ce soit mis sur place dans le système. Oui, écoutez, ça va être des conférences à regarder, à entendre et puis on voudrait absolument que vous participiez à ces audiences, ne serait-ce que poser une question. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, on pourrait s'asseoir ensemble et essayer de concocter un mémoire, ne serait-ce qu'une page, ne serait-ce qu'une opinion. Et les documents, je pense, pourront vous aider aussi. Fait que on espère d'avoir un suivi de ça avec vous. Merci d'être venu en studio nous en parler ce matin. Bien, merci, monsieur. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Madame Christine. Présente. Madame Lynn. Présente. Madame Julie. Présente. Madame Isabelle. Présente. Monsieur Évariste. Présent. Madame Karine. Présente. Monsieur Redouane. Présent. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez Présent. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 août, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Laurent Lavallée. Il était le conjoint de Lise Lefebvre, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Lui a précédé son frère Régent et sa sœur Marie-Paul. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Pascal et sa conjointe Manon Baudouin, Nicolas et sa conjointe Catherine Chenevert, Sébastien et sa conjointe Léla Bassumoglu, de même que ses petits-enfants Colin, Flavie, Priscilla, Tiffany et Camille. Laisse aussi dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, André Lavallée et sa conjointe Marie-France Henry, Marc Lavallée et sa conjointe Lucienne Arnois, Jean-Claude Lavallée et sa conjointe Sylvie Plante, François Lavallée et sa conjointe Nicole Cyr, France Lavallée et Sylvie Lelièvre, de même que ses belles-filles Manon et son conjoint Patrick, Marie-Ève et son conjoint Olivier, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis ce vendredi, le vendredi 11 septembre, de 14h à 17h,
ainsi que de 19h à 22h, et aussi le samedi 12 septembre dès 9h, tout ça au complexe funéraire Efterio 1741 rue Notre-Dame à Berthierville, et suivront ensuite les funérailles à 11h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Et M. Lavallée sera ensuite inhumé au cimetière de Berthier. Au CHSLD Le Château, le 1er septembre, à l'aube de ses 87 ans, est décédé M. Bertère Courchaine, époux de feu Huguette Guévremont, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses filles, Claude Courchaine et son conjoint Guy Cazobon, José Courchaine, de même que ses petits-enfants, Guyane Michaud et son conjoint Pierre-Luc Désy, Delphine Michaud et son conjoint Jesse Plante, Sarah-Jeanne Rattel et son conjoint Maxime Guertin, laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants, Luca et Julien Désy, ainsi que Gilbert Plante. Il laisse aussi dans le deuil ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Carmel Courchaine, Yvette Courchaine et son conjoint Jean-Guy Plouffe, Colette Courchaine, feu Armand Thibault, Diane Courchaine et son conjoint Normand Courchaine, Madeleine Gagnon, feu Albert Courchaine, Janine Rochelot, feu Donatien Courchaine, André Guévremont et sa conjointe Ninon Laporte, Raymond Guévremont et son conjoint Régent Laporte, Serge Guévremont, Danny Guévremont et son conjoint Raymond Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille tient à remercier le personnel du CHSLD Le Château, particulièrement ceux du 3e étage, pour les bons soins prodigués à leur père. Et la famille accueillera parents et amis vendredi le 11 septembre dès 13h en l'église de Saint-Ignace de Loyola et suivront les funérailles à 14h. Et M. Courchaine sera ensuite inhumé au cimetière paroissial. Au CHSLD Le Château de Berthierville, le 29 avril, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Lucille Bourgoin, fille de feu Armand Bourgoin et de feu Alberta Rochon, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son frère Bernard, de même que ses sœurs Pauline et Sylvie Bourgoin, ainsi que leurs conjoints et conjointes. Laisse aussi dans le deuil ses bons amis Agathe et Reynald, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille adresse un merci spécial au personnel du CHSLD Le Château de Berthierville pour les bons soins prodigués et les petites attentions particulières apportées à Mme Bourgoin. Et il y a une cérémonie qui sera célébrée par le curé bourgeois au cimetière de Saint-François d'Assise le samedi 12 septembre à 11h et ce sera suivi de l'inhumation. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, jeudi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température prévue de 14 degrés. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a des passages nuageux qui sont prévus et la température descendra à 9 degrés Celsius. Ça sera frais ce soir. Et vendredi matin, le soleil sera de retour, mais ça demeure encore assez frais avec 10 degrés Celsius. Vendredi après-midi, ce sera généralement ensoleillé. Le mercure grimpera à 18 degrés, alors il faudra en profiter. Vendredi soir, généralement dégagé et le mercure descendra autour de 13 degrés Celsius. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un dernier bulletin d'informations régionales de la semaine et excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.